Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On est jeudi, normalement on parle anthropologie, mais aujourd'hui ce sera le jeudi géothermie puisque nous recevrons notre inventeur Gérald de Bougré qui, vous le savez, est très actif sur le dossier de la géothermie bouillante. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022 et le monde entier est en train de se demander si la Russie ou quand la Russie risque d'envahir l'Ukraine. Mais pour l'instant, voici les titres. De retour sur le local, nous reviendrons sur la rencontre entre Emmanuel Macron et les élus ultramarins, des échanges qui n'ont pas abouti à grand-chose. L'exécutif devrait prendre sa décision d'ici 5 à 6 semaines. Puis nous ferons un point sur le partenariat entre le Pôle emploi et l'ADOM en faveur des formations internationales. Et enfin, nous irons au Gosier où le hall des sports se prépare à la réouverture après avoir reçu l'aval de la commission de sécurité. Et notez en bref que pour cette nouvelle journée de mobilisation nationale dans l'éducation, certaines écoles du département ont été détériorées à l'huile de vidange. C'est le cas de l'école Raphaël Jolivière à Pointe-à-Pitre ou de la maternelle Maryse Onésip aux Abîmes. Des dégradations dénoncées par des parents d'élèves qui regrettent effectivement que les enfants soient toujours tributaires lors de mouvements sociaux. Et sans grande surprise, la réunion entre le président Emmanuel Macron et les élus d'outre-mer n'a rien donné. Si aucun consensus n'a été trouvé, les politiques ultramarins ont réaffirmé que le pass vaccinal n'était pas applicable en l'état sur nos territoires. Avec un niveau de vaccination comme les nôtres, il entraînerait par exemple en Guadeloupe la perte de 60 000 emplois. Un cas de figure impensable qui demande donc une attention particulière. Une réponse devrait être portée d'ici 5 à 6 semaines quand même. Ça fait un délai. Le reportage. Plus d'un an, d'autres, il y a une situation qui a pu se rétablir, même s'il y a eu des épisodes beaucoup plus difficiles, avec une évolution de l'épidémie qui est très hétérogène. Bien, ce qu'on a demandé très clairement au nom des élus guadeloupéens au président de la République, c'est qu'en l'état actuel, le pass vaccinal n'est pas applicable. Pourquoi ? En Hexagone, il a été appliqué quand on avait des taux de vaccination autour de 77%. Donc nous avons demandé à ce qu'il y ait des critères objectifs très clairs de mesure de l'avancée du taux de vaccination pour envisager cette application. Par exemple, on sait que le pass vaccinal ne s'applique que si les gens sont vaccinés ou s'ils ont un certificat de rétablissement lorsqu'ils ont eu le Covid. Donc en clair, nous voulons que soit respectée aujourd'hui la volonté majoritaire de la population qui a dit qu'elle ne veut pas encore se faire vacciner. Laissons les choses progresser tranquillement avant d'envisager le pass vaccinal, mais pas tout de suite. Ça, c'est une première position très claire. Nous l'avons dit au préfet, nous le redirons demain et il faudra que nous soyons entendus. Le président a voulu que l'ensemble des territoires d'outre-mer puissent s'exprimer et cela nous a permis de voir que les situations n'étaient pas comparables d'une région à l'autre. Par exemple, ou à Saint-Barthélemy, compte tenu de leur situation, ils n'ont pas les mêmes revendications que nous. Cela nous a permis d'avancer les revendications aujourd'hui. Mais au-delà même de revendications, ce que je pourrais dire, c'est tout un ensemble de mesures que nous avons travaillé, réfléchi ensemble et ce qu'on souhaite au-delà de nos engagements, qu'il puisse y avoir des engagements fermes de l'État. Aujourd'hui, sur ces points-là, nous n'avons pas eu toutes les réponses, mais c'est un peu normal compte tenu de la configuration. J'ai eu l'occasion donc de le dénoncer et ma satisfaction, c'est que très rapidement qu'il va y avoir une autre réunion, mais uniquement par territoire. Guadeloupe, Martinique, chaque territoire, nous pourrons aborder les différentes questions, aller en profondeur, mais surtout les mesures que nous préconisons pour avoir le complément, au-delà de nos engagements, le complément au niveau de l'État. Aujourd'hui, c'est à peu près 300-400. Si on ramène ça à la population hexagonale, c'est 65 000 personnes qui pourraient être licenciées. Nous n'en voulons pas. Dans une situation où le chômage est pesant, où finalement on a des déserts médicaux, on n'acceptera pas ça. Il faudra des solutions
individualisée pour chacun et chacune, parce qu'on a besoin de tous nos enfants, de tous nos soignants au chevet des malades. Il appartient de pouvoir donner des réponses et ces réponses ne pourront pas être résolues ni en 24 heures, ni en une semaine, ni même en un mois. Et c'est en ce sens qu'il est nécessaire qu'il puisse y avoir cette coordination, cette solidarité au niveau donc, des élus, mais que les choses puissent se traduire concrètement au niveau donc, des différents budgets, qu'il s'agisse de la région, du département et des communes. Il nous a été répondu que premièrement, il y aura, parce qu'en 2 heures pour ce territoire, c'est quasiment impossible d'avoir des réunions et des réponses. Eh bien, dans 4 à 6 semaines, par territoire, alors que nous avons bien travaillé, que nous avons remis un document circonstancié de 20 pages, eh bien, il faudra qu'on puisse étudier et avoir des réponses dans les 4 à 6 semaines à venir. Et les gestions de crise Covid bougent en Europe. Notez effectivement qu'en Angleterre, eh bien, aujourd'hui, le pass vaccinal n'a plus lieu d'être en Angleterre, y compris le port du masque en intérieur, notamment, ou en Suède, effectivement, la Suède qui a acté aujourd'hui, donc, la non-vaccination des enfants de 5-11 ans par rapport aux bénéfices-risques qui n'étaient pas en faveur, justement, des tout-petits. Et le tribunal de Basse-Terre, lui, a fait sa rentrée solennelle aujourd'hui. L'occasion pour cette juridiction de revenir sur l'année judiciaire et les problématiques qui perdurent. Pas de système de visioconférence qui font grandement défaut pour tenir les audiences en cas de cluster, comme c'est le cas en ce moment à la maison d'arrêt de Basse-Terre. C'est sans compter les problèmes de matériel récurrents qui gâchent le quotidien des magistrats. Le reportage d'Olivier Félix. Les contraintes sanitaires ont été quand même très lourdes avec les périodes de confinement, etc. Donc c'est vrai ça a entraîné un fonctionnement dégradé de la justice et du traitement des affaires, indéniablement. On doit tous les jours recenser les personnes qui sont atteintes de Covid, les cas contacts. Donc, si vous voulez, c'est quand même des contraintes matérielles. C'est un gros travail administratif qui nous incombe pour protéger en premier lieu les magistrats, les fonctionnaires de ce tribunal. Donc, si vous voulez, tout ça, ça a été quand même très lourd. Effectif humain. Nous sommes actuellement à 5 au parquet, 3 magistrats à Basse-Terre et 2 magistrats à Saint-Martin. Nous avons vécu sur la fin d'année 2021 une période un peu plus compliquée puisque les magistrats normalement en poste à Saint-Martin avaient obtenu une mutation à la fin de l'été et il n'y avait pas eu de personnes mises à leur place à partir de septembre. Donc j'ai dû transférer un substitut de Basse-Terre à Saint-Martin pour faire en gros une permanence sur place. Il s'est retrouvé seul pendant plusieurs mois. Nous avons depuis début janvier 2022 une vice-procureure qui vient d'arriver à Saint-Martin. Et ce substitut est resté également là-bas, donc nous avons maintenant 2 effectifs. On manque de moyens, alors matériels, encore plus ici où on est isolé, on est loin. Si vous voulez, même pour tout, il faut attendre. Vous voyez, on n'a pas de visio, on n'a pas de système de visio. Quand même, en 2022, c'est quand même anormal. Donc, si vous voulez, là, il y a un cluster actuellement, comme vous le savez, à la maison d'arrêt de Basse-Terre. On est obligé de prendre les audiences en visio avec les détenus. On peut pas les prendre. Là, la dernière fois, il y avait un procès de 6 personnes. Si vous voulez, heureusement qu'ils étaient redevenus négatifs, on va dire. Donc, on a pu tenir le procès. Mais c'est vrai qu'on est confronté tous les jours à des problèmes matériels qui nous gâchent le quotidien, quoi. Et notre JRI en a profité pour interroger le procureur sur le suite de l'affaire Clodo. Ce dernier nous a indiqué que l'instruction suit son cours et qu'il n'est donc pas l'heure d'évoquer cette affaire. On rappelle tout de même que Claude Jean-Pierre est décédé le 3 décembre 2020 des suites d'une interpellation de gendarmes. Voilà donc plus d'1 an que ses proches attendent que la lumière soit faite sur ce qui s'apparente grandement à une bavure policière. Et notez également que le chantier de la nouvelle prison de Basse-Terre semble être à l'arrêt puisque l'entreprise en charge des travaux aurait mis la clé sous la porte. Et concernant l'affaire des grands frères, un petit juste rapidement, il y a une des personnes qui avait été évoquée comme l'un des prévenus qui ne l'est pas finalement. Cette personne a témoigné et ce témoignage-là est donc disponible sur le Facebook de Monsieur Damaso, donc la pause sans filtre pour tous ceux qui veulent avoir des précisions un peu sur cette affaire.
Et on enchaîne avec la journée porte ouverte du lycée Berthène-Juminaire au Lamentin, une journée en distanciel pour découvrir les métiers du bâtiment. Le reportage de Maxime Morel. Journée en fait qu'on appelle journée porte ouverte en distanciel, en JPO. C'est une journée qui s'adresse à tous les collégiens et tous les élèves qui, dans la période qui va s'ouvrir, vont faire un choix d'orientation. Donc nous leur présentons aujourd'hui notre établissement. Pratiquement tous les collèges de la Guadeloupe sont connectés aujourd'hui à notre établissement et nous leur présentons les différents ateliers. Ils rentrent en contact avec les différents profs d'ateliers et les différents personnes de l'établissement qui peuvent leur expliquer comment fonctionne notre établissement, comment fonctionnent les formations de l'établissement. Notre établissement, c'est un établissement essentiellement sur le bâtiment, c'est-à-dire dès la conception du bâtiment jusqu'à sa finition. Il y a certaines professions dans le bâtiment que les élèves ne connaissent pas et que les élèves ne choisissent pas par méconnaissance. Donc il est important parce qu'ils conservent dans leur tête des représentations de ces professions qui parfois ne leur plaisent pas. Donc il s'agit pour nous de démystifier tout cela et de leur expliquer que ce sont des métiers d'avenir, que ce sont des métiers qui sont en tension où on ne trouve pas de main-d'œuvre, ce sont des métiers de qualification, ce sont des métiers qui sont très bien payés. Je prends par exemple le domaine de la chaudronnerie, de la soudure, où beaucoup d'élèves ne veulent pas pratiquer, mais qui est une profession extrêmement bien payée. À l'âge de 15-16 ans, parfois, il y en a qui ne savent pas exactement quelle orientation choisir, mais nous sommes là pour ça. Nous avons les compétences pour, nous savons faire, nous savons leur expliquer, nous savons expliquer aux parents, nous leur expliquons exactement en quoi consistent les différentes professions de notre établissement. Et puis là, ils choisissent. Là, c'est spécial parce qu'on intervient par l'intermédiaire de l'Internet. Mais en général, on fait des manifestations où on ouvre l'établissement et les élèves viennent par collège, viennent par groupe d'élèves, voir exactement qu'est-ce qui se passe dans les ateliers. Et c'est vrai qu'il semblerait que la filière soudure, n'est-ce pas, soit extrêmement prisée. Ce sont visiblement des personnes qui ne connaissent pas le chômage. Et le partenariat Pôle emploi-ADOM semble être une affaire qui roule. Les deux organismes ont dressé le bilan de leurs actions menées et à venir. Le reste en images. Oui, absolument. Donc cette convention que nous venons de signer ici s'inscrit dans un cadre plus large de rapprochement l'ADOM Pôle emploi, notamment en matière d'achat de formation et puis d'indemnisation des stagiaires à leur profit, puisque avec cette convention-là, le catalogue, l'offre de formation de l'ADOM sera beaucoup plus importante. Et chaque fois qu'il s'agit d'agir en faveur de nos publics respectifs, public de l'ADOM, public de Pôle emploi, c'est nécessairement une bonne chose. Alors ce rôle de facilitation, bien entendu, étant préciser que lorsque l'ADOM intervient, c'est parce que la formation n'existe pas sur place et est saturée. Maintenant, dès lors que la possibilité et l'opportunité d'être formé se fait en France hexagonale, eh bien, l'ADOM a son offre de service et l'ADOM accompagne cette formation à la fois par un dispositif lié au logement, lié à l'ingénierie de formation, et ça permet d'offrir une solution supplémentaire aux demandeurs d'emploi. On va développer la synergie entre les équipes de Pôle emploi et les équipes de l'ADOM qui existent déjà. Parce que la première convention que j'ai signée au plan national avec Pôle emploi date quand même de 2016. Donc nous sommes dans une dynamique de renforcement de ce partenariat, mais toujours au service de nos publics respectifs, au service des jeunes Guadeloupéens et des jeunes Guadeloupéennes ou tout demandeur d'emploi qui souhaite effectivement monter en compétences. Il ne faut pas que nos demandeurs d'emploi ici puissent avoir des difficultés liées au contexte insulaire. Il y a la continuité territoriale et c'est précisément dans ce contexte-là qu'à la fois Pôle emploi, tout comme l'ADOM, offre une solution aux demandeurs d'emploi. Avec sa formation politique baptisée le Paré, Georges Boucard se lance dans la conquête de la ville de Lamentin. Il tenait une conférence de presse pour présenter les ambitions de ce jeune parti sur ce territoire et la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre plus largement. On l'écoute.
Pourquoi le Lamentin maintenant? Parce que je considère qu'il y a un énorme potentiel à développer sur le Lamentin. Il y a des ressources et il faut réveiller la belle endormie. Les Lamentinois, beaucoup de Lamentinoises et de Lamentinois sont venus me trouver pour me dire Georges, on ne peut pas laisser la ville de Lamentin. Nous grandissons là ensemble, nous sommes Castel, nous sommes Fogas, nous sommes Le Bourg, et rien ne se passe véritablement. Ça ne veut pas dire que l'équipe actuelle ne fait rien, c'est pas vrai. Un maire, il a toujours une action. Mais on peut faire mieux, on peut aller plus loin, on peut mettre le Lamentin dans une dynamique d'action pour inciter et augmenter l'attractivité du territoire lamentinois. Pourquoi le territoire lamentinois maintenant? Parce que après la crise de la Covid, il va falloir inciter les investisseurs à venir, à susciter de l'attractivité et de l'investissement direct sur le territoire pour l'employabilité des jeunes lamentinois. Nous voulons, avec Adrien Baron, nouveau maire de Sainte-Rose, mettre une collaboration, une coopération pour relier l'Olivier, la zone de l'Olivier, à la zone de Jola, pour qu'on puisse spécialiser ces deux zones-là, parce que Jarry a sa vocation, le parc de la Providence a sa vocation, spécialiser un peu, tout en regardant ce qui a déjà été fait, ne pas transformer l'ensemble des paysages des plaines du Lamentin en lotissement, parce qu'il faut nous arrêter de faire manger à nous pour ces bateaux. Il faut réserver une zone à l'agriculture. Ça passe par un plan local d'urbanisme revisité avec des réserves pour les terres agricoles. Mais nous comptons utiliser aussi le numérique parce que la crise sanitaire nous empêche quelque part. Mais cette contrainte que j'ai, elle vaut pour tous les candidats. Donc je ne ferai pas une excuse, mais nous comptons également former des groupes pour qu'on puisse aller vers la population. Donc je veux mettre le Lamentin en action avec une équipe pluridisciplinaire de jeunes, de moins jeunes, lamentinoises et de lamentinois qui veulent transformer la ville de Lamentin en une ville durable, une ville où il fait bon vivre. Reportage signé Grégory Laps. Et après 2 ans de fermeture, le Palais des Sports du Gosier recevra de nouveau du public. La commission de sécurité a donné son aval pour la reprise des activités. Une satisfaction pour le maire de la ville, Cédric Cornet, qui répond aux questions de Stanley Manicor. Aujourd'hui, c'est un jour important puisque ça fait 2 ans que le Palais des Sports ne reçoit pas les habitants du Gosier, mais aussi les personnes qui viennent de partout pour suivre soit nos manifestations sportives ou culturelles. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, cet avis favorable permettra à tous, et puis j'ai entendu une polémique sur les artistes antillais, la meilleure façon de garder notre patrimoine et de le valoriser, ce sont les concerts, ce sont les prestations, ce sont les événements. Eh bien aujourd'hui, cet outil va servir à la promotion de la culture et de nos artistes antillais, notamment. Et donc, c'est avec grande joie que notre majorité, nous prenons compte et nous prenons acte de cette décision de l'ADL, bien sûr de l'État. Vous avez vu les sapeurs-pompiers aussi qui étaient là, la police nationale. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, cet outil est totalement performant et qu'on est prêt à accueillir tout le monde en toute sécurité. Je vois qu'en métropole, les stades de football notamment ouvrent, même s'il y a des jauges et même les jauges sont terminées. Donc ça veut dire que maintenant, il faut apprendre à vivre avec le Covid. Bien sûr, il y aura encore des règles de l'État, il y aura peut-être le pass vaccinal ou autre, peut-être des tests, mais à nous de nous adapter et de travailler avec tous ceux qui ont envie. Et c'est ce que Madame Mévis-Vérité dirait à tous ceux qui nous regardent, c'est contactez-nous pour voir comment aujourd'hui on travaille ensemble pour développer le sport et la culture au Gosier, sur le territoire de la Carle et plus largement en Guadeloupe. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une des principales informations du jour, à savoir effectivement que la rencontre entre Emmanuel Macron et les élus ultramarins n'a rien donné pour l'instant. Bon, ils avaient 2 heures de réunion à répartir sur les 7 territoires, donc ça a été vite bouclé. Et le rendez-vous est donc reporté. Il y aura des auditions par territoire d'ici 4 à 6 semaines.
Donc on va couper la part en deux d'ici 5 semaines à peu près. Ça semble un délai assez long, mais visiblement ça semble convenir aux élus pour l'instant. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, nous ferons aujourd'hui un jeudi géothermie. On recevra donc notre inventeur Gérald de Bougré qui se penche très sérieusement sur le dossier de la centrale géothermique de Bouillante. Effectivement, l'indépendance énergétique, c'est un des enjeux clés pour faire face au bouleversement numérique, et quel qu'il soit d'ailleurs. Donc on devrait plutôt être en pointe, enfin on a plutôt intérêt. Ce sera juste après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Youbens, bonsoir à Marie Maudalir, bonsoir à Robert Siouparsam, bonsoir à Petra Esprit, à Ampasav Mako, bonsoir à Jimmy Absalon, à Nadir Jamela, bonsoir à Catherine Kader, à Titi Guadeloupe, à Gaël Théophile, à Liliane Loyal, à Mieli Pops, à José Ursule, à Marius Labissier, à Patricia PC, à Germaine Nen. Bonsoir également à Claudie Giraud-Girard, au général Franck Abar. Bonsoir à Sabine Popote, à Titi Guadeloupe, à Clémence Moïsa, Kitoun Cyprien. Bonsoir à Moïse Tézénas. Bonsoir à Maggie BRR. Bonsoir à Madame Nourel Mamillion Béatrice. Bonsoir à Gaël Lacoma, à Tayaniste, j'espère que tu vas bien Tayan. Bonsoir à Mesmin Atam. Bonsoir également à Jimmy Kamagouva, toujours présent Jimmy. Bonsoir à Bertrand Erlem. Bonsoir à Placerda Marilyn, à Marie-Hélène Borès, à Tiali et à tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub.